est passé de 11 à 66 millions. Wow. C'est que pour moi, la blockchain est l'antidote à l'IA. Je pense qu'on va être confronté à une explosion du fake et qu'on ne saura plus dissocier ce qui est vrai, ce qui est faux. Et pour moi, la blockchain est l'antidote absolu. Si on se projette dans 20 ans, on se dira comment j'ai pu lire un document sans commencer par lire le certificat. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Arnaud Delacoste. Bienvenue à toi. Bonsoir. Salut Arnaud. Salut Arnaud, désolé, je t'ai coupé avec ton verre d'eau. Je vais essayer de faire l'exercice périlleux de te présenter. Donc, tu es l'un des 3 fondateurs du groupe Actical Citel, qui est devenu en 20 ans l'un des leaders mondiaux des centres d'appel. Pour donner quelques chiffres, la société fait 4 milliards de chiffre d'affaires aujourd'hui, 170 000 collaborateurs dans le monde. Il y a un appel sur 3 du service client EDF qui passe par cette entreprise, un appel sur 5 pour Orange, donc c'est du très sérieux. Tu étais le directeur général jusqu'en 2018. À ce moment-là, la société faisait déjà 100 000 collaborateurs et 2 milliards de chiffre d'affaires. Ça fait beaucoup, je m'essouffle, mais on est ravis de t'avoir pour creuser avec toi tout un tas de sujets. Aujourd'hui, tu es un investisseur très connu et notamment pour Entrepreneurs Réunis que tu accompagnes dans tes investissements, si j'ai pas de bêtises. Par ailleurs, une info intéressante qu'on causera en fin de podcast, c'est que tu as écrit un livre qui s'appelle Le Seigneur des robots, où tu proposes une réflexion positive sur l'impact de l'intelligence artificielle pour les entreprises de services, et c'est beaucoup de sujets à débat en ce moment. On est content d'avoir ton opinion en fin de podcast. Putain, je rêve un jour d'avoir une intro pareille. Ouais. C'est mon challenge pour le numéro 100. Je vais essayer, je te ferai ce plaisir. Parce que moi, là, j'ai 2 lignes. Hein. Bonjour Julien. Bonjour Julien, ouais, je t'apprécie. C'est un beau scale, on est content. Sur un méthode to scale, voilà, c'est un très très beau scale. Surtout qu'on a démarré à 3, donc... Ah ouais, vraiment from scratch. T'as passé de 3 à 100 000, c'est quand même une sacrée. Et puis après, ils ont doublé encore. Ouais, parce que c'est vrai que depuis que t'es pas 2018, ouais, 2024... ils ont eu une autre acquisition et puis un peu de croissance, donc ils ont continué à doubler. Oui, et d'ailleurs, il y a un livre qui s'appelle Good to Great et qui explique que les très très bons dirigeants, l'entreprise perdure quand ils partent. Ouais, après je sais pas si c'est après c'est moi je peux te dire que j'ai fait une part du job pendant 24 ans. Après les 5 dernières années, j'y suis pour rien pour le coup. Quand je suis parti, je me souviens avoir écrit un post en disant une partie du job est fait. Voilà, on est sur des bases solides. Maintenant, faut faire le job. Hein. Les métiers de centre d'appel, on réinvente tous les matins. Le jour se lève, les conneries commencent. Enfin, non mais c'est vrai. Comme Julien, quelque part. C'est pour ça que j'habite en Norvège. Non, mais vous traitez des interactions de clients qu'appellent. En gros, un agent, il va traiter 40, 50, 60 interactions clients par jour, principalement sur des sujets qui sont un peu compliqués. Enfin, il suffit que vous remémoriez la dernière fois où vous avez appelé Orange EDF. T'es toujours énervé. T'es toujours au bon moment, ouais. Il y a des trucs, c'est chaud, quoi. Donc, fois 100 000, ça fait un paquet de conneries potentielles. Et donc, c'est un métier où si on n'est pas sur le feu tout le temps, c'est chaud tout le temps, quoi. Mais c'est cool, hein. Tu pourrais écrire des bouquins sur ce que tu as dû entendre. Ouais, alors moi j'avais le bon côté parce que moi j'étais du côté des dimensions market, com et sales. Donc moi je vendais le rêve et après j'avais un de mes associés qui devait délivrer le rêve. Et lui il prenait plus les coups. Ouais. Intéressant. Il y a 3 parties dans le podcast. Il y a une première partie sur le 0 to 1, le product market fit, qu'en fait tu découvres qu'il y a quelque chose, des premiers clients, le début de l'aventure. Et la deuxième partie sur le scale où on va creuser avec Émeric 2 points spécifiques. Et la troisième partie sur le headgame où spécifiquement sur ce numéro-là, on a envie de t'interroger sur ta vision sur l'IA. Voilà, c'est un sujet à débat, on entend beaucoup de choses et toi qui as écrit un livre là-dessus, je pense que tu as un regard intéressant à partager à nos auditeurs. Sur cette première partie, justement, si on revient du coup 20 ans en arrière, comment on se lance dans ce métier-là et comment on décroche ses premiers clients? Par hasard. En fait, chaque année, je donne des cours dans des Sud de Co, HEC, etc. Et je dis toujours, moi j'ai commencé, on a commencé, il n'y avait pas de réflexion stratégique, on n'a pas fait de BP, on n'a pas fait de fichier Excel. T'as pas fait de levée. On s'est pas projeté, on n'a pas fait de levée. On était juste 3 copains, on avait fait, on s'est retrouvés à Schema à Nice.
On était 2 Parisiens à Palois, déracinés. Très vite, on a vécu ensemble dans la même maison en coloc. Voilà. En plus, là-bas, ça va, c'est sympa. Ouais, c'était cool. Hein. C'était bien. Céram à l'époque. J'étais à Schema et je peux confirmer que les conditions de vie sont très agréables. Ça s'appelait le Céram à l'époque. Ça s'appelait le Céram et depuis, la DIN a fait un boulot de ma boule. Donc maintenant, c'est devenu une super école. À l'époque, c'était pas aussi Michael bien classé Young, que voilà. Ouais. C'était la promo d'avant moi, ouais. Et du coup, donc on a fait le BDE, ce qui était une vraie école dans l'école. Puis après, on a fait la JE. Et au travers de la JE, on a chopé un stage chez ce qui s'appelait à l'époque Gaz de France et qui nous a donné l'opportunité de faire une première étude quantitative où il fallait mélanger du téléphone et des chiffres, un peu de proba, de stats, etc. Et donc on a fait ça, on s'est appuyé sur la JE de l'école et sur donc une force de frappe d'étudiants qui faisaient les enquêtes par téléphone, avec plus ou moins de rigueur, on va dire. Et puis cette étude, elle a bien fonctionné. On a terminé notre période à la JE et puis il fallait céder la place au suivant. On les aimait pas trop et Gaz de France nous a dit on continuera bien avec vous et donc on a créé une boîte pour continuer ce qu'on faisait à la JE. Donc c'est un spin-off de JE, voilà. Et donc si on veut en faire un truc un peu rationnel, c'est qu'est-ce qu'on avait ? On avait un produit qui était une méthodologie d'étude très spécifique sur un truc très précis, évaluation des potentiels tertiaires de centre, un truc. Tu t'en souviens du sujet. Quand c'est le début de ta boîte, c'est un truc qui marque. Et puis on avait donc un produit et puis un client qui était Gaz de France et surtout un client qui était intéressant parce qu'il était très régionalisé. Et donc ce qu'on a fait pour Nice, on nous l'a demandé 90 fois. En 2 ans en fait. Et donc on s'est retrouvé avec un produit qui était scalable, enfin qui était vendable, qui était sur de la niche mais qu'on pouvait dupliquer. Et donc on a fait ça pendant on a créé la boîte en fin de 3e année de manière assez enfin je le cite souvent, c'est une anecdote, mais on a failli ne pas avoir notre diplôme parce que on avait pris l'UV création d'entreprise et comme des cons comme nous, on avait créé une vraie boîte et qu'on se la pétait un peu quand on a, je sais pas, 20 ans. Il venait en Porsche, tu sais. Non, c'était loin de ça, mais on avait pas fait le mémoire, on avait mis le cabis de la boîte en disant, c'est bon, votre truc, nous, on a un cabis, donc on va pas prendre des cours de création d'entreprise. Donc, le prof avait dit, ça vaut un 0, un cabis. Et donc, un 0, c'était éliminatoire, on n'avait pas le diplôme. Et donc, bref, on a dû un peu pleurer et finalement faire un sorte de mémoire, un truc, et bon. Mais donc, tu peux retourner le voir avec le sourire maintenant. Mais voilà, après, je m'entends bien aujourd'hui avec Cécile Guillon, Alice Guillon, la DIN, et c'est vrai qu'on a reparlé de ça plusieurs fois, c'est plutôt rigolo. Mais donc on a fait ça, et à l'époque en 94, quand on était diplômé, il fallait faire l'armée. Vous êtes trop jeune, vous n'avez pas connu ça. Oh là là. Et donc là, je demande à voir Julien à l'armée. Et donc là, on s'est dit c'est un peu la cata de faire l'armée là, mais il n'y avait pas vraiment d'issue. Surtout que j'avais un de mes associés qui était parti sur démarche de coopération à l'étranger. Enfin, c'est des trucs que t'arrêtes pas trop, quoi. Et donc pendant les années 94-96, on a fait à la fois la boîte et à la fois l'armée. 2 ans. Tour de rôle, on a fait un roulement. C'était un peu bordélique, mais la boîte a tenu. T'as fait où ton armée du coup ? Moi, je l'ai fait on a réussi, on a eu la chance. Il y en a un qui est parti au Qatar. Donc lui, il a fait ses 10 mois là-bas et il était un peu en veille pendant les 10 mois. Et les 2 autres, nous, on a réussi à se planquer dans des bureaux, dans des ministères. Et donc, on avait, après 6 semaines de classe, où là, tu défiles dans la caserne, tu peux rien faire. Mais après, on rentrait le soir et donc on pouvait bosser. Alors, c'était un peu fatigant parce du coup, on bossait la nuit et on faisait l'armée le jour. Et puis j'allais voir des clients rasés. Alors aujourd'hui j'ai plus de cheveux donc ça se voit pas, mais à l'époque j'avais des cheveux. Et donc du jour au lendemain quand tu vas voir tes clients rasés, c'était moins la mode Zidane qu'aujourd'hui. Et c'était. Et donc 96, on s'est dit voilà, on a fini l'armée, on a une boîte qui fait à l'époque 1 million de francs de chiffre d'affaires. Rentable parce que nous on n'avait pas d'argent, on avait 150 000 euros. 150 000 euros, ça générait un peu d'argent. Ça suffisait à nous payer. Alors, on vivait toujours ensemble. On avait pris un appart à Paris. Voilà, on avait transposé le modèle de coloc. Là, il y avait la boîte et nous en même temps dans le même bureau. Et on s'est dit, ça peut être un vrai métier parce que
parce que on peut gagner notre vie avec ça. Il y avait aucun de nous qui était ingénieur. Donc un jour, je me suis dit, bon, les mecs là, c'est sympa de servir d'une base de données comme si c'était un tableur Excel, mais il y a quand même des fonctions qui peuvent. Donc je vais apprendre Access à l'époque. Et donc j'ai appris Access. Toi, j'ai acheté des bouquins, j'ai plongé dans Access. Et un jour, j'ai découvert un truc qu'on peut automatiser. Et des trucs qui nous prenaient 2 jours, ça prenait 2 secondes. Et là, c'était la révolution. Tu vois. Mais peut-être que dans l'équipe, il a manqué à ce moment-là un petit tech, tu vois, qui aurait pu amener un peu plus de rapidité. T'aurais gagné du temps à ce moment-là. Après, c'est comme ça. Hein. Bon, en tout cas, ouais, ton 1, tu l'as trouvé rapidement, quoi. Ah ouais, on l'a pas cherché même avant longtemps. de monter la boîte. Bah ouais, on l'a. C'est le 1 qui a généré la boîte en fait. Si on n'avait pas été en stage là, on aurait jamais peut-être créé cette boîte là. Donc t'imagines le destin quand même. Des fois. Ah ouais, c'est dingo. Hein. Et pour comprendre ce que tu as vendu à Gaz de France, parce que je suis pas sûr que tu l'aies bien explicité à ce moment-là, parce qu'au début je parle de centre d'appel. C'était une étude de marché, donc on faisait de l'appel sortant. C'était une étude de marché, donc on appelait des entreprises. Sur la région de Nice, donc tout le périmètre de Gaz de France, là, pour savoir comment ils se chauffaient et s'il y avait pour Gaz de France des opportunités d'aller conquérir des parts de marché sur du fuel, du propane, voilà. Ouais, puis la junior entreprise, ça coûte moins cher qu'un Et ça coûte pas grand-chose. Et donc, on avait identifié, je sais pas, 3000 entreprises cibles. On appelait les 3000. On faisait passer un questionnaire. Et là, c'était les étudiants de l'école à qui on distribuait des questionnaires papier. Ils ont dit, bah, toi, depuis chez toi, tu vas en appeler 50. Et voilà. Ouais, ça existe toujours, d'ailleurs. Et on te paye 1 euro. Et ça existe toujours. À l'époque, les grands noms, c'était Sofres, Ipsos, qui faisaient des études. Et en fait, on a switché, en 97, je pense, sur les métiers d'appel entrant, parce que c'était l'émergence des premiers numéros verts. À l'époque, ces numéros verts, ça n'existait pas, les numéros verts, les numéros azur, etc. Enfin, c'est des choses qui sont nées dans les années 96-97. Qu'est-ce qui crée ce concept d'ailleurs de numéro vert à l'époque? Ça doit être l'État. Moi, je sais pas, ça doit être France Télécom, je pense. Les opérateurs, ouais, qui sont dit, parce que les entreprises devaient quand même avoir une naissance de besoin d'expérience client, de ce qu'on appelait les services consommateurs, voilà. Et pour pouvoir fédérer ces files d'attente de numéros et de les monétiser, enfin, entre les verts qui étaient gratuits et les Indigo ou les Azure qui étaient payants, France Télécom à l'époque avait inventé de la monétisation. Et comment tu décides de basculer justement, de passer et en fait, c'est là où il y a une deuxième grande réflexion stratégique. Pas du tout. En fait, on avait acheté une techno pour faire de l'appel sortant de masse, parce que du coup, après, on avait pris des vrais locaux, on avait commencé à embaucher des gens et on avait arrêté de prendre des étudiants payés, voilà, pour avoir quand même une démarche qualité un peu plus structurée. Et en fait, cette techno d'appel sortant de masse prédictive, un jour, en discutant avec le technicien qui nous le maintenait, on découvre, mais encore une fois, par hasard, qu'il y avait un sorte de bouton reverse et qu'on pouvait faire. À partir du moment où on fait de l'appel sortant de masse, on peut faire de l'appel entrant de masse. Et qu'on savait gérer des numéros verts. Et la réflexion, c'était pas tant de traiter des services clients à l'origine, c'était de dire, plutôt que nous, on soit chier à appeler des gens, à les déranger, à rappeler N fois avant de les joindre, on va leur dire, vous savez quoi, on a une enquête à vous faire passer, appelez-nous, et comme ça, quand vous avez envie, on passe le questionnaire. Sous un côté, c'est pour Gaz de France, c'est pour EDF, c'est pour l'État, entre guillemets. Ça marchait ouais, pas trop mal. Ah ouais. Mais du coup, on a démarré la réception d'appels par des études. En fait, c'est étonnant. Dans l'autre sens, en fait. Et après, il y a eu le début du grand boom des opérateurs télécoms et Internet avec Orange, enfin avec à l'époque France Télécom. Et là, on est en Itinéris, voilà, 97, 98. Toujours. Ouais, tous goupillent à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là où on gagne des appels d'offres pour Wanadoo, qui est devenu Orange, voilà, pour Itinéris, des petits POC pour certaines marques de grandes consos. Et on commence à avoir les premiers services clients en flux entrant qu'on traite. Tu parles quand même de... En sous-jacent, il y a un petit peu de curiosité parce que tu dis qu'on découvre que la techno, elle fait du reverse, mais on découvre. Comment on découvre ça? En fait, je pense qu'on avait une créativité par rapport à notre cœur de métier à l'époque qui était de dire on fait de l'enquête. On était dans une logique d'enquête, mais c'est... Souvent, je dis... Après, on l'a complètement corrigé. Mais pendant très longtemps, on a vécu en sorte de vase clos. Et on n'était pas assez ouvert sur le monde et ouvert sur notre marché. Et donc, on a fait, à mon sens, une seule grande erreur stratégique, qui était d'avoir sous-évalué l'offshore, mais je pourrais y revenir dans les années 2000, quand WebHelp est né, en fait. Mais cette sous-évaluation
après, on a beaucoup réfléchi sur comment on s'était trompé autant. Et je pense que c'est parce qu'on n'était pas assez ouvert sur le monde et pas assez ouvert sur les autres. Il y avait un côté trop, on avait notre business, on le faisait bien, on avait nos clients. Et on regardait pas devant. On regardait pas les autres, en fait. On regardait pas et donc, on n'avait pas cette culture. On était, encore une fois, on a toujours été rentable. Enfin, sauf 2 années d'acquisition. Mais ça, c'est le danger quand t'es dedans. Ouais, t'es dedans. On était ultra léger, tu vois. Enfin, on a descendu les poubelles et fait le ménage jusqu'en, je sais pas, 98, 99. Donc, des trucs où il y a eu une culture du centime, tu vois, l'humilité. On faisait des trucs bien dans notre coin, carré, propre, tu vois, mais sans vagues, sans... Culture ingénieur, en fait. Ouais, un peu, étonnant. Alors qu'on est... Bah oui. Mais à aucun moment, il y a notion de réseau, tu vois, de dire on va aller dans des cercles, machin. La notion de... on va commencer à aller dans des forums, enfin... Bon, après, j'ai complètement corrigé ça. Mais sur méthode to scale. Mais c'est, voilà, il y avait pas les podcasts comme le vôtre à l'époque. Mais c'est vrai que on a fait ça un peu dans notre coin. Mais t'as senti quand même des tendances de marché, parce que du coup, t'étais prêt au moment où... On était prêt, mais le marché a été tellement booming. Alors, il fallait saisir l'occasion, il fallait bien le faire, c'était compliqué. On a appris en marchant à chaque fois. Et je pense qu'on a eu... Enfin, dans les 3, on avait des vraies complémentarités. Celui qui était en charge des opérations, il était excellent et donc et de 1 à N, il a toujours été excellent dans les opérations. Donc, on a toujours eu très très bien délivré, même si parfois c'était rock'n'roll parce qu'on inventait ce qu'on délivrait en délivrant. Ouais, parce que t'en parles pas, mais il y a un enjeu de recrutement majeur. Parce que c'est pas un métier, enfin, excuse-moi, qui était sexy à l'époque. Bah ça l'a même aujourd'hui. Ouais. Ça l'a jamais été. Pendant très longtemps, ça a été un métier alimentaire. Sur une grande partie des gens. Après, en allant en province, dans des bassins particuliers, puis avec beaucoup de formation, d'accompagnement, on arrive à avoir des belles carrières et puis des gens qui font des super parcours. Où vous en êtes est-ce que tu prends des nouvelles de la société? J'imagine que... Écoute, moi, quand j'ai vendu en 2018, j'étais aux États-Unis, je suis rentré en France. T'as vendu avec tes associés ou... Non, eux sont restés. Eux ont continué. En revanche, on avait un fonds qui est Créadev, donc qui était un fonds de la famille Mullier, qui était avec nous depuis 15 ans, qui est un fonds evergreen, donc eux, ils n'ont pas vocation à sortir. Et donc, on avait dans notre pacte des clauses de liquidité, évidemment, parce que sinon, vu qu'ils sortent jamais, voilà. Donc, on a appliqué le pacte en bonne intelligence. Je suis resté très proche des Mullier. Ils m'ont confié d'autres business après, etc. Donc, mais je me suis volontairement tenu loin du truc. C'est plus mon histoire. Enfin, c'est la leur. On a fait 24 ans super ensemble. J'étais pas d'accord sur 2-3 points à la fin. Oui, c'est un détail dans l'histoire. Je suis parti. Non, mais c'est important. Et aujourd'hui, ils vivent leur histoire. La boîte va plutôt bien. Parfait. Enfin, tu vois. Vous êtes toujours potes. Moi, je vis autre chose. Bah, toi, eux vivent aux États-Unis. Moi, je vis en France. Oui. Chacun sa life. Mais aujourd'hui, il y a des choses que tu peux regretter dans ta vie. Moi, j'ai 52 ans. Il y a des choses que je regrette. Et cette décision-là, le jour où je dis je m'en vais, je la regrette pas. Et les jours qui passent font que jamais. Enfin, il faut pas vivre avec. Heureusement d'ailleurs, c'est horrible de vivre avec un regret. C'est clair. Ouais, surtout après avoir fait cette 0 à 2 milliards. Et en plus, quand tu pars, ça fait 2 milliards à 4 milliards. Donc c'est pas mal. Je me suis posé pour toi la question, Juju. Non, mais c'est un point important parce que, on pourrait y revenir après, mais aujourd'hui, je vois beaucoup de gens qui viennent de vendre leur boîte et qui sont un peu tristes ou qui osent pas le dire, etc. Et c'est des moments compliqués et on n'est pas formé à ça. Ouais, c'est comme une histoire avec quelqu'un. Ouais. Je pense qu'il y a plein de points un peu parallèles. On perd plein de repères. On aide quelqu'un, on n'est plus personne. Enfin, on est quelqu'un d'autre. Et pourtant, tu peux penser que c'est un bon achievement. Tu as monté ta boîte à 3, tu vas vendre 2 milliards. Mais c'est un bon achievement. Mais c'est une phase, la phase de transition post-session. On pourra en faire des podcasts. Elle est très complexe. C'est vrai qu'elle est assez peu abordée. Alors, on va pas le faire là maintenant, mais il y a une petite mort comme le sportif qui a la retraite. Souvent, regarde, on avait eu ton copain qui avait fait une déprime après avoir vendu sa boîte. C'était qui ? Celui qui est à Lyon, qui a monté tout son truc dans le son. Mais tu sais, là aujourd'hui, moi je suis associé dans un groupe qui s'appelle Les Entrepreneurs Réunis. On est 8 associés, on a tous monté des boîtes qu'on a vendues, toutes plutôt successful. On fédère un écosystème de 60-80 entrepreneurs qui ont vendu plus ou moins bien, ou patrons de grosses BU, de grands groupes qui sont sortis et qui cherchent à faire quelque chose après. On travaille pour des fonds qui ont des participations plutôt venture et qui ont du mal
avec quelques lignes dans leur plan, et qui viennent chercher pour être, chercher un manager de transition, une réflexion de pivot stratégique, avec un regard qui n'est pas un regard de consultant, mais un regard d'entrepreneur. Et on s'aperçoit que moi, au quotidien, je vois ces gens du réseau pour les animer. Tous, ils ont des histoires où ils dépriment après, où ils ont un côté petite mort. C'est évident. Alors quand on te voit, t'es bien vivant et très énergique, et ça fait plaisir. Non, mais c'est cool. Du coup, on va te replonger finalement dans la partie scale, parce que t'as introduit des sujets qu'Aymeric va creuser, l'international, t'as parlé des US, mais il y a aussi une clé dans ta croissance qui est le M&A, et je pense que c'est Aymeric que tu voulais creuser. Ouais, et tu l'as mentionné, t'as eu une trajectoire assez similaire à celle de Webhelp. On parle beaucoup de Webhelp, on parle un peu moins de la tienne, et qui est tout aussi impressionnante. Dans ces histoires, tu as toujours de la croissance organique, et vous avez fait aussi de la croissance externe, donc des acquisitions. Et vous avez pris 2 stratégies qui étaient différentes avec Webhelp. Avec Webhelp, on est des frères ennemis. Il y a toujours eu beaucoup de respect. Ils ont fait une super boîte. Je pense qu'ils ont fait un exit magnifique, un momentum qui est... Encore mieux. Qui est fantastique. Brillant, voilà, chapeau. Mais ils ont toujours été vraiment brillants, Fred et Olivier. Mais on a développé 2 boîtes sur le même secteur en prenant des choix stratégiques opposés. C'est comme quoi tous les chemins mènent à Rome. C'est dingo. 2 énormes leaders français. Ouais, et sachant que Téléperformance était leader mondial. Donc sur le top 5 mondial, il y a quand même 3 Français. Il n'y a pas beaucoup de métiers. On est bon là-dedans. Ouais, mais tu sais pourquoi on est bon? Parce que notre matière première, c'est humain. Et l'endroit en France, l'endroit au monde où c'est le plus compliqué de malaxer cette matière première humaine avec de la flexibilité, etc., c'est la France. Et donc, quand tu réussis en France à trouver la martingale économique, dans le monde entier, c'est facile. Non, mais t'as un client en France qui te dit « J'arrête le contrat, dans 6 mois, je me barre ». Sur 300 mecs, pour peu que tu aies un site dédié en province, tu fais waouh, voilà. Comité... Et ça te coule la boîte. Enfin, aux États-Unis, tu as 300 mecs, le client te dit on ferme le site. Salut. 24 heures et c'est fini, quoi. Alors, je caricature, mais c'est ça le truc. Alors, je dis pas que c'est bien, c'est mal, mais je dis juste que la raison, enfin, c'est ma vision, peut-être que d'autres diront pas ça, mais ma vision, c'est que quand on réussit en France, on peut le faire partout dans le monde. Et d'ailleurs, aucun Américain n'a réussi en France. Et donc par rapport à ta question sur le M&A et la croissance, nous on a eu des phases de croissance organique qui nous permettaient d'atteindre des plateaux où si on ne passait pas par une phase de croissance externe, on végétait sur le plateau. On nous disait, c'est sympa, monsieur Delacoste, votre boîte, là, vous êtes super bien pour faire les labos. Avec vous, on vous donne des trucs compliqués, un peu chiadés, 7, 8, 10, 30 personnes en service client. Mais là, on va passer sur un appel d'offres pour 300. Non, vous n'avez pas la taille, dépendance économique, machin. On va le passer à Téléperformance, Atos, etc. Et donc, on était coincé dans ce ventre mou. Toi, on a eu un premier palier à 11, 12 millions d'euros. Super rentable, en organique. Et là, on végétait. Et c'est là où on a fait la première phase de croissance externe, où on a racheté les anciens centres d'appel d'Atos, qui s'appelait Vitalicom. Ça faisait 70 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, plus gros. 7 fois notre taille. Ça perdait 11 millions d'euros. Wow. Ça perdait mon chiffre d'affaires. Donc, 1 million par mois à peu près. Et là, on a levé... en dette et puis un petit peu auprès du fonds qui était MBO partenaire à l'époque. Et puis on avait un peu de trésor pour pouvoir acheter. Alors, on a acheté 1 euro parce qu'ils étaient quasiment au dépôt de bilan. Pour gérer la dette. Pour restructurer. T'as intérêt à aller vite, 1 million d'euros par mois. On a mis 11 mois et au bout de 11 mois, on était de nouveau à l'équilibre. Hyper intéressant comment tu fais ça, parce que ça doit être... En fait, on a fait ça comme on savait faire. C'est ce qui a pris le pas, c'est le bon sens. J'ai envie de dire bon sens paysan. Un exemple c'est de dire, tel client, OK, il nous amène, je sais pas, à l'époque, c'était SFR, il nous amène 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le modèle économique tel qu'il est vendu n'est pas viable. Donc, soit on renégocie le contrat avec le client, soit on dit au client, on arrête. Ça marche pas. Et donc, on a arrêté plusieurs clients. Donc, on a downsizé de 70 à 55 après, donc on a dû perdre 15. SFR, par exemple, tu l'as sorti? Non, enfin, des briques, on a renégocié, mais on a été un peu, voilà, il y a eu quelques clients, je me suis un peu, mais qu'on a downgradé. Alors, faut remplacer, parce que quand tu arrêtes le client, t'as quand même toujours les pipeaux, là, voilà. On avait
racheté une boîte qui avait de mémoire, genre c'est un peu vieux, mais 6-7 sites de production en France. Et on s'est rendu compte que la principale difficulté, c'est que les patrons de sites n'étaient pas des patrons de sites et avaient perdu le rapport au terrain. Et donc, on a changé 2/3 des patrons de sites, ou quasiment tous. Enfin, voilà. Et surtout, on a simplifié le siège. Il y avait 60 personnes au siège. Je pense que 12 mois plus tard, il en restait 2. L'assistante de direction et un commercial peut-être. Enfin, c'est tout. Le reste, tout le monde est parti parce que c'était des cultures entreprises qui n'avaient rien à voir. Et puis surtout, il y avait du gras partout. Et dans une économie de centimes, enfin nous, notre métier, c'était d'être moins cher que l'interne. C'est du low cost. C'est comme une... c'est pas du low cost. C'est juste que on a un métier où il y a jamais de gras en fait. Tu dois optimiser. Et donc si tu fais du gras, t'es mort. Et donc on a retourné la boîte par des techniques de bon sens, de dire, ben voilà, qu'est-ce qui nous permettra de gagner de l'argent si on produit bien. Et donc, il y avait aussi beaucoup de travail du côté des opérations pour réexpliquer aux gens c'est quoi le sens de l'histoire. Quand vous venez le matin, il faut prendre des appels. Bah ouais, c'est dur, mais il faut prendre des appels. Enfin, toi, et toi, tu vas manager les gens qui prennent des appels et puis les former, redonner du sens, redonner de la motivation. Et donc, on a fait ça et on a retourné la boîte en 11 mois. Et donc, on est passé de 11 à 66 millions. Wow. Et donc là, on a atteint le top 5 français. Et là, on a été éligible aux grands appels d'offres à plus de 300 positions. Et là, on a eu 3 années de croissance à 30% par an. Mais 30% dans nos métiers, ça veut dire que tu embauches 1000 mecs. Tu crées un site, t'embauches. Donc c'est. Et d'ailleurs, comment tu fais pour embaucher 1000 personnes? Bah, tu crées des sites en province, 300, 500 personnes. Et t'absorbes la masse. Et alors, tu les crées. Bah, tu vas voir. Donc tu vas voir le maire, il doit être content. Hein. Tu vas voir les directions départementales, les mairies, etc. Il y avait des agences de développement économique. Enfin, la France est un beau pays. Partout, tu participes au projet de réindustrialisation. Tu prends un peu d'aide qui t'aide à faire tes investissements, à financer ton BFR. Dire, c'est la BPI d'aujourd'hui. Ouais, un peu, ouais. En quelque sorte. Bah, il y a encore une agence de développement économique. Il y en a. Oui, là, t'en as un. Il y en a encore, voilà. Et alors, nous, on n'était pas des grands chasseurs d'aide, mais d'autres dans mon secteur ont été des grands chasseurs d'aide. Parce que nous, on privilégiait quand même la proximité, la qualité du bassin d'emploi, plus que, bon, on va choper 3-4 millions. Ouais, et puis après, des subventions. Voilà. On va promettre 2000 emplois, mais en fait, on n'en fera pas plus de 40 parce qu'il n'y a pas le bassin pour les créer. Enfin, et donc, on a recréé des sites parce qu'il fallait avoir cette grosse croissance. Et ça, c'était donc une deuxième phase de croissance organique forte. Ouais, grâce à ces acquisitions. Qui nous a donné la taille critique. Ouais, pour gagner des nouveaux appels d'offres. Des nouveaux appels d'offres, parce qu'avant, on n'était pas éligible. On avait le savoir-faire, sauf qu'on avait des critères de dépendance économique. Je peux comprendre les grands donneurs d'ordre mais qui partageaient des gâteaux entre 3-4 joueurs. Bah, nous, on s'est invités à la table comme un nouveau. Et comme, en général, ils aiment bien la nouveauté, qu'on devait quand même faire 2-3 trucs pas trop mal et un peu mieux que les autres, que ça soit dans la créativité commerciale ou dans l'excellence opérationnelle. T'as des crocs à ce moment-là, en plus. Ouais, et puis t'as pas le choix. Enfin, je pense qu'un de nos moteurs, c'est qu'on n'a jamais eu le choix. En fait, quand on a créé la boîte, on sortait de tube de co, on n'avait rien, c'était ça ou bouffer. Enfin, il fallait bouffer. Moi, j'avais un prêt étudiant remboursé. Si la boîte ne générait pas de quoi me filer mes 1000 balles pour rembourser mon prêt, j'étais mort. Non, mais t'aurais pu avoir le choix d'acheter des boîtes saines en forte croissance, etc. aussi, tu vois. Ce qui a fait un peu WebHelp. Nous, on s'est dit que c'était. T'en as fait une réussite, ça t'a donné pas mal le playbook. Non, mais pas mal d'acheter des boîtes qui valaient rien et de les restructurer. Et en fait, ce qui avait de la valeur, c'était le portefeuille client. Et on est sur un métier où il y a une grosse résilience. C'est-à-dire que quand un client te confie sa relation client avec 200 mecs qui l'opèrent, quand bien même il a envie de te dire, bon, là, vous êtes gentil, vous reprenez, vous faites 11 millions, vous prenez une boîte qui fait 50 ou 70, qui est un peu un nanar, vous n'allez jamais réussir, les gars, vous avez 3 poils au menton, tu vois, non mais ça marchera pas. Donc, vous comprenez, on va réfléchir à vous changer. Mais quand il te dit ça, il y en a plein qui nous ont dit ça. Mais t'as 6 mois, parce que eux, il leur faut 6 mois pour se retourner. Donc si toi, dans les 6 mois, tu délivres et tu fais des trucs un peu waouh, et tu leur dis non seulement je sais tenir la barque, mais en plus mes perfs sont meilleurs, et en plus je t'amène de la créativité, et en plus je t'amène une dynamique, ça fait un effet boule de neige. Et puis le marché, il voit un nouveau. Tu arrives, tu challenges les appels d'offres. Alors, pas forcément avec une agressivité commerciale, mais une agressivité marketing. Et puis, toi, tu disais que j'ai plein d'énergie. Je pense qu'on l'a toujours eu et on avait faim. Donc, t'allais en appel d'offres, ouais, tu faisais bien le métier. Ouais, et puis t'es fondateur, tu vois. Enfin, t'es pas le mec qu'on a mis à la tête de la BU, quoi. Enfin, t'es fondateur. Donc,
Tu mets tes tripes sur la table et puis t'as pas le choix. Donc, je pense que la fin, toi, au sens, c'est dans tes tripes, c'est un vrai driver de succès. Parce que c'est des métiers durs. Toi, moi, je me souviens, on a passé des nuits à répondre à des appels d'offres. Tu vois, si t'as pas faim, tu fais pas. Et donc, tu ne fais pas le petit coup de collier supplémentaire qui va te dire, tiens, j'ai l'idée qui va faire game changer. Ouais, et tiens, justement, deuxième point que j'avais envie de creuser. Comment les Frenchies vont aux US? Fallait avoir faim parce que c'est ça que j'ai pas compris. T'es parti vivre aux États-Unis. Alors, après, on était arrivé après 200 millions en France. On avait fait un peu d'offshore. Juste, je vais revenir là-dessus. Après, on voit. C'est en 2000, c'est le début de l'offshore. Et nous, on a un portefeuille client. Tu peux expliquer ce que c'est l'offshore pour les auditeurs? Les centres d'appel qui sont externalisés au Maroc, en Tunisie. Pays qui parle français. Pays qui parle français. Et que toi, justement, c'est la décision que tu n'avais pas prise. Ouais, et nous, dans les années 99-2000, on a un portefeuille qui est très entreprise publique, parapublique, donc France Télécom, EDF, Gaz de France toujours, La Poste, des gens comme ça. Et qui, eux, nous disent, non mais l'offshore, c'est pas pour nous. Et nous, on est encore dans cette bulle. Et ce qui est terrible, c'est qu'on fait un séminaire stratégique avec notre fonds d'investissement. Pendant 2 jours, on s'enferme. Et à la fin, la conclusion du séminaire, c'est non, l'offshore, ça marchera pas, on n'y va pas. Et c'est dingo. Et à ce moment-là, WebHelp se crée et fait un move en mettant all-in à l'offshore. Non, WebHelp est créé en parallèle, mais en même temps. Mais avec un coup de génie qui dit, on vient de Bain & Co. et on va à l'offshore, mais on vous met des mecs qui viennent en soutenance, qui viennent de McKinsey, qui viennent de Bain et tout. Et on vous fait des propals, mais les meilleurs propals de l'industrie, tip top, etc. Et on crée des sites à Rabat, méga beaux. En gros, c'est la NASA à Rabat. Et donc, donc ils réinventent, parce qu'avant, les premières tentatives offshore, la qualité, c'était pas terrible. Low cost, des locaux pourris, des mecs qui faisaient un truc à l'arrache sur un bout. Et eux, ils disent, on fait le Louis Vuitton de l'offshore. Génial, génie. Ils vendent ça à 18 balles quand moi je vendais à 25 balles mon centre d'appel. Et donc forcément, ils gagnent parce que ils sont pas les moins chers, mais il y a une telle différence de prix. Puis le même niveau de formation là-bas qu'en France. Ouais, et puis à l'époque, ils ouvrent le marché. Donc ils sont tout neufs, ils font rêver, ils ont des beaux costards, ils ont des beaux locaux et ils payent bien les mecs. Donc ils ont des bons talents. Et nous, on voit pas ça. Et on se réveille en 2002, mais il y a 2 ans qui est passé. Donc, ils ont pris des grosses parts de marché. Ils ouvrent des sites en France parce qu'eux, ils font le move inverse en disant, il faut qu'on soit des 2 côtés. Et donc, ils rachètent des boîtes en France, etc. Et donc, ça, c'est la vraie erreur stratégique qui aurait pu nous tuer parce qu'on s'est mis à perdre des appels d'offres, perdre des parts de marché parce qu'on n'était pas capable d'avoir une offre offshore crédible. Et du coup, de ça, moi, j'ai gardé comme traumatisme le fait qu'il fallait être toujours ouvert sur le monde. Alors, c'était une petite parenthèse, mais très intéressant. Pour revenir sur ta question de l'international, comme on avait eu cette phase de croissance externe qui avait bien fonctionné, et puis qu'on avait quand même 3-4 années de grosse croissance organique, on a tenté une croissance internationale from scratch. Et là, je pense qu'à chaque fois qu'on fait des études, ça merde. On a fait une étude et on s'est dit, le Brésil, c'est un pays canon, grosse démographie, ils ont chacun 2 comptes Facebook, 2 téléphones, donc notre métier cœur qui est les plateformes, les opérateurs télécoms, c'est booming là-bas. On part au Brésil. Et donc on embauche quelqu'un et on monte une équipe from scratch au Brésil. 0, hein. On n'a pas le début d'un mec. Il y a un monsieur qui se met à apprendre le portugais. Tu vois, enfin, on y va à tour de rôle. C'est cool, hein. On monte un site à São Paulo, etc. 2 ans plus tard, on a créé un truc qui fait à peu près 1000 mecs. Donc, c'est pas correct. Dégueu, voilà. Je sais plus quel chiffre d'affaires, et en tout, on a paumé 12 millions d'euros. Et on voit pas le début, et on se dit, la rentabilité, elle est à 6000 mecs ou 7000 mecs, tu vois. Et on voit pas le bout du tunnel. Et donc là, on refait on fait des boards avec Radev, et on dit, la croissance, maintenant, on a un choix stratégique. Soit on vend la boîte, parce qu'on a quand même on est numéro 2 français derrière WebHelp, on est hyper rentable, on a des sites offshore, on a des contrats longs, on est assis sur nos jambes, enfin, toi, voilà. Et WebHelp, vous faites du pied à ce moment-là ou... Non, pas trop. Non, c'est pas WebHelp. Non, on se parle, mais il y a pas de. En fait, on a trop d'overlap, on se partage les comptes, donc il y a trop de destruction de valeur potentielle. Et puis il y a trop d'ego, je pense qu'on n'a pas du tout envie. Oui, mais aussi. Et donc on dit à Cradev, 2 possibilités, soit
on vend, on a fini l'histoire ensemble, on vend ensemble parce que il y a pas d'autre chemin. Enfin, soit on achète. On va à l'international, mais par de l'acquisition, parce qu'on a vu en 2 ans là que on va pas y arriver. Le métier est trop mature pour ouvrir des pays. Il faut faire on peut pas s'implanter from scratch. Il y a des opérateurs, soit des opérateurs locaux. Au Brésil, il y avait Globo de mémoire qui faisait déjà 1 milliard de chiffre d'affaires que sur le marché brésilien. Et puis Téléperformance, machin, qui étaient déjà mondiaux. Donc il n'y a pas la place. On a testé mature, avec nos petits bras, avec on avait une vision beaucoup plus tech, beaucoup plus machin. Mais t'avais pas de vrai avantage compétitif, les gars sont implantés. On croyait l'avoir, mais on l'avait pas. Enfin voilà. Donc on n'y arrive pas. On avait un côté de sympathie. Ils sont sympas les Français qui viennent raconter une histoire digitale, mais dans les faits ça marche pas. Et donc Cradev nous dit OK, on vous accompagne là-dessus. On mandate Lazard comme banque d'affaires et on donne comme cahier des charges à Lazard. On veut acheter un acteur à une maille continentale, donc Europe, États-Unis ou Asie. Voilà. Donc 300-400 millions de chiffre d'affaires rentable ou à l'équilibre. À ce moment-là, vous faites 200. On fait 200, très rentable. Et donc multi-pays, voilà, pour pouvoir aller prendre des parts de marché directement dans les pays, puis faire de la croissance à partir de cette base. Et Lazare revient quelques semaines après en disant j'ai un truc, c'est pas tout à fait ce qu'on a vu au départ, mais voilà, c'est Sitel, ça fait autour d'1 milliard, c'est dans 30 pays ou 28 pays, je sais plus, ça fait un EBITDA retraité normatif comme les banques d'affaires savent faire autour de 60 millions, mais en fait ça fait rien quoi. Et ça a 800 millions de dollars de dette, dette de LBO qu'a foiré. Ça en fait 800 mois là, c'est plus. Et c'est coté. Voilà. Ok pour toi. Et là donc là tu dis voilà. C'est pourri, c'est bon. Là tu dis pourquoi j'ai pas vendu. Et là Et là, on se dit, ils sont un peu, c'est marrant, machin. Et j'ai un associé qui dit, non, mais attends, on va quand même regarder. Tu vois, je pense que moi, spontanément, et celui qui s'occupe des opérations, on dit, non, mais on va pas regarder. Enfin, toi, et lui, là, il dit, non, mais quand même, ça, c'est pas mal, les gars. Et puis, on regarde, et puis finalement, on se dit, non, mais on pourrait faire un joli coup, voilà. Donc là, on rappelle Cradev en disant, on a une idée. En fait, Lazare nous a proposé un truc, on se dit que ça pourrait être pas mal. Alors, au début, ils disent, non, mais les mecs, là, on boit une bière, c'est sympa. Hein. Honnêtement, vous avez été cool. Hein. Mais jamais, quoi. Et puis, on dit non, mais voilà, on développe un peu de rationnel. On fait un meeting, 2 meetings, 3 meetings. Et puis, au bout du 3e meeting, c'était notre projet commun, quoi. Et donc, on est allé jusqu'au bout du process. Compliqué, compétitif, américain. Là, pour le coup, on apprend en marchant complètement. Retrait de cote en plus, du coup. Retrait de cote après, ouais. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'on l'a délisté, ouais. Il y avait un petite part qui était cotée. Et donc on a avec Lazare et on a monté. Donc Cradev a refinancé une partie. On a emprunté 800 millions de dollars. Voilà le crédit quand tu le signes, c'est bien. Et là, on se retrouve avec le board, enfin notre board et le comité de direction US. Des mecs qui ont 20 ans de plus que nous, américains, le siège à Nashville. C'est où Nashville ? Tennessee. C'est connu pourquoi Nashville ? C'est le rock. C'est le rock. C'est une rue. Nashville, c'est une rue centrale et il y a des bars sur 3 étages avec des concerts, 3, 4, 5 concerts qui s'empilent. Sur, je sais pas, 500 mètres de rue. Donc t'es pas à New York. Tu comprends. C'est les vrais Américains. Et voilà. Et puis, et donc on a la tête du truc, quoi. Enfin voilà. Donc tu vas à Nashville et au début t'as pas de repère. Les chiffres c'est pas tes chiffres, enfin, toi. Et surtout dans le deal initial, on avait dit il faut qu'on garde le codir américain parce que quand même tu peux pas du jour au lendemain reprendre une boîte de cette taille sans les Américains. Surtout que nous on avait un anglais de Schema, tu vois. Enfin, Julien a fait Schema aussi. Voilà, tu peux le tester en 2 secondes. Voilà, moi j'allais aux US depuis quelques années. Enfin, on allait à San Francisco pour aller sourcer quelques partenariats tech, tu vois. Mais globalement, on parlait jamais anglais. Enfin, en vacances, quoi. Et donc là, du jour au lendemain, ça devient ta langue de travail, alors que ça l'a pas été pendant 20 ans, quoi, ou pendant 16 ans. Et puis, il y a un petit complexe d'infériorité. Toi, t'es français, eux, ils ont inventé le métier.
Et les mecs nous prennent un peu de haut, mais pas trop, parce que quand même, on était rentable. T'as lâché un petit billet pour les racheter. Ouais, leur plus gros pays qui merdait, c'était la France. Et nous, on avait des solutions pour les sortir de la France de la merde. Et du coup, quand tu es aux États-Unis, quand tu vas chez les États-Unis, tu y vas, du coup, au début, on y va une semaine sur deux, enfin, à tour de rôle, etc. Et surtout, ce que j'allais dire, comme on était 6, donc on avait un bon DRH, mais qui lui était quand même sur les sujets très français. La matière RH, elle est très géographisée. Enfin, donc, il tenait bien la barque en France. C'était cool qu'il soit pour ça en France, mais il avait difficulté à se projeter parce que son métier était moins exportable. Un DAF. Ben, c'est exportable dans le monde parce que bon, la compta est mondiale. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que dans les premiers mois, on s'est réparti les géographies. Et donc, en l'espace de 2 mois, on avait visité tous les pays. Et donc, on avait pu avoir une première évaluation de tous les codires de tous les pays, des patrons de pays, des patrons des opérations, des sites. On a vu quasiment tous les sites. Donc, je sais pas, 90 sites en 2 mois, enfin, dans le monde entier. Et dans des sites éloignés, toi, les Philippines, l'Inde, même aux États-Unis, enfin les 20 sites américains, il faut 2 jours parfois pour aller sur. Et dans des États qu'on empaumés. Et donc c'est au bout de 2 mois, 3 mois, on avait une vision quasi exhaustive de la boîte. Et donc là, les mecs étaient bluffés en disant putain, comment vous avez un... Et eux, ils étaient pas trop voyageurs. Ils restaient dans leur tour d'ivoire à Nashville, un peu déconnectés. Et ils avaient le sentiment de contrôler la boîte avec une sorte d'outil de reporting où tout le monde les pipotait. Mais ils n'allaient pas sur le terrain. Et nous, on remontait des trucs de partout et avec des yeux du mec qui à une époque ont installé le câblage, ont recruté des mecs, ont formé. Toi, nous, on a vécu le métier dans nos tripes pendant 20 ans. Donc, on était devenus des dirigeants et évidemment qu'on prenait plus d'appels depuis longtemps. Mais tous les 3, enfin, on a tous pris des appels. Donc, quand tu arrives dans un site, t'es crédible, tu sais quoi regarder, on t'a fait pas à l'envers, tu vois. Les mecs qui avaient repeint le site avant qu'on arrive, ça se voit qu'ils ont repeint le site, toi. Enfin, et que au bout d'un moment, tu dis bon, ça fait 2 heures qu'on est au resto là, je voudrais quand même aller voir comment c'est à l'intérieur, tu vois. Et donc le côté paillettes, le côté vernis, très vite, il explosait. Et les mecs, donc on a eu ce diagnostic assez rapide. Et au bout de 3 mois, on a pu faire un vrai plan très détaillé de comment on allait retourner la boîte. Et dans ce vrai plan, au bout de 9 mois, on s'est dit que les Américains pouvaient pas être avec nous à côté. Parce qu'en gros, ils détricotaient ce qu'on faisait, toi. Il y avait un côté, oui, bien sûr, on va le faire, t'es le boss. Et en fait, derrière, non, mais attends, les Français, ok, ils ont dit ça, mais on va faire comme on faisait avant. Et donc, à un moment donné, on s'est rendu compte que qu'on n'avancerait pas, ou trop lentement. Et donc, on a dit un jour au board, on vous demande, enfin, on a décidé, mais on va le valider, qu'on sortait le codir américain. Vous prenez la place. Et du coup, ça impose que nous, on aille vivre là-bas, voilà. Mais on y vivait déjà presque. Et surtout, alors il y a eu un peu de moments de panique, en disant, mais voilà. Et puis du jour au lendemain, ils partent et puis il n'y a plus que toi, quoi. Enfin. Et donc, tu as déménagé à Nashville. Et donc, non, du coup, on s'est dit non, Nashville, c'était pas possible, parce que déjà, Nashville, c'est quand même le trou du cul du monde. Hein. Enfin, pour aller à Nashville, il faut avoir envie d'aller à Nashville. Ah, tu sais pas où vit Julien Masson. Ouais, bon. C'est un autre sujet, on va pas l'ouvrir maintenant. Et du coup, on a fait une petite étude rapide et on s'est dit, on veut être sur la côte Est. Dans nos rêves de français, c'était plutôt Boston, New York, Philadelphie. Voilà. Et en fait, on s'est retrouvé à Miami, pas tant pour la plage et le soleil, mais parce qu'il y avait des vols directs tout le temps, et que c'était la destination où, à l'époque, l'immobilier coûtait rien. C'était une vraie crise de bureaux et personnel. Combien de temps t'as vécu là-bas? Moi, 2, mais le siège est toujours à Miami, ils sont toujours. Si on passe du coup sur le endgame, et là on va sortir un petit peu de l'univers qu'on vient d'aborder ensemble, sur la partie IA, je l'ai un peu introduite avec le livre que tu as rédigé. C'est quoi un peu ton regard sur ce qui se passe aujourd'hui avec, voilà, il y a OpenAI qui a percé le plafond de verre et qui a distribué dans les foyers ChatGPT. C'est quoi ton regard là-dessus, toi? L'IA, c'est une vieille histoire, enfin, qui a une heure sur 70 ans à peu près, hein, aujourd'hui. Il y a toujours eu des pics et puis plein de désillusions. La question, c'est est-ce que on est à un pic et qu'il y aura une désillusion comme d'habitude demain ou pas? Moi, je pense que là, pour la première fois, on a atteint un niveau de maîtrise, notamment du langage, qui est vraiment game changer.
Et donc, je pense que le monde de demain ne sera pas du tout le monde d'hier. Pour le coup, autant quand j'ai écrit le bouquin en 2016, c'était un livre de prospective qui disait non, c'est pas le grand soir, parce qu'à l'époque, Gartner, Forrester, etc. disaient dans 2 ans, 30% des emplois auront disparu, etc. Et je disais honnêtement, moi, je passais ma vie à sourcer des boîtes de tech, à rencontrer. Je dis, on n'y est pas. Enfin, t'as pas de la techno qui est tombée, quoi. Et c'est pas mature. On n'en est pas là. À l'époque, dans le bouquin, je parle de GPT-2 en disant, il y a des trucs prometteurs avec GPT-2, etc. Moi, j'avais commencé à faire générer des textes par GPT-2. Mais c'était pas mass market, c'était pas industriable, c'était pas au niveau du real time d'une conversation entre 2 personnes. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que là, on a craqué un niveau et que la vitesse de déploiement me surprend. C'est qu'aujourd'hui, alors pour le coup, je suis vachement sollicité par des éditeurs de tech ou par des fonds pour venir à leur board ou pour être je sais pas, prescripteur, super commercial, je sais pas, de leur solution. Et du coup, j'ai pu faire, moi, des démos d'appels sortants ou d'appels entrants complètement automatisés qui sont complètement waouh. Où là, on arrive à un niveau de maîtrise qui est proche de ce que peut faire un agent. Et le deuxième élément qui est assez intéressant, c'est que non, cette technologie, elle joue sur 2 leviers et pas un seul. Elle joue sur un levier économique, c'est que c'est moins cher. Mais surtout, les premiers benchmarks montrent qu'elle joue sur un deuxième levier, qui est un levier qualitatif, où les scores de NPS, donc de Net Promoter Score, donc de métrique de qualité, satisfaction client, montrent que la SAT client est meilleure quand c'est un automate. C'est ça qui est impressionnant. Quand même. Et voilà. Et donc, du coup, ça coupe un peu l'herbe sous le pied de tous les gens qui disent non, mais l'humain, ça restera plus cher, mais toujours mieux. En fait, aujourd'hui, alors je dis pas sur tout, mais sur une bonne partie des choses, il y a ces 2 dimensions. Économiquement, il n'y a pas débat, mais si en plus la dimension qualité devient prégnante, c'est ça qui est impressionnant. Et c'est vraiment impressionnant. Et du coup, je pense que c'est vrai que c'est de l'intuition. Ouais, et la vitesse de déploiement me surprend. C'est d'autant plus impressionnant que si tu veux, les versions qui se succèdent ont vraiment une exponentielle en termes de performance. Et ça, quand tu vois la différence entre le 3... Ouais, 4 et puis au-delà. Puis tous les modèles qui se tirent la bourre, toutes les semaines, il y a un modèle qui est meilleur que l'autre. Et surtout, là, je pense qu'il y a toute une industrie du conseil outillé. Alors, si on reste sur les métiers de l'expérience client, qui s'est créée, là, avec des mecs qui faisaient mon métier avant, qui ont décidé d'arrêter et qui se lancent sur des boîtes de conseil avec des briques de soft et qui disent, on va faire la outsourceur, enfin le centre d'appel sans centre d'appel. Oui. Et eux, ils ont le réseau commercial, ils ont les techs et le savoir-faire. Et je pense que ça peut être des acteurs de demain. Je pense qu'on a un changement de paradigme assez fort là. J'aurais pas du tout dit... Enfin, j'ai pas écrit ça il y a... Non, d'ailleurs, les boîtes de ton secteur ont beaucoup souffert ces derniers temps en bourse. Concentrix, TP, je pense que c'est pas fini. Encore une fois, il y a de la résilience. Donc, c'est pas du jour au lendemain. Mais il y a une anticipation très forte d'un impact sur de l'IA, notamment sur ton ancien métier. Sur plein de métiers, mais sur celui-là, c'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est-à-dire que même la voix, je serais capable de pas deviner que c'est un sérieux à ce point-là. Ouais. Mais ce qui m'a le plus impressionné, moi, c'est non seulement en appel entrant, mais en appel sortant. Il y a des robots qui simulent la prise de rendez-vous, par exemple. Honnêtement, moi, j'ai été appelé par un robot. Alors je jouais la personne qui répond... Donc tu savais que c'était un robot qui... Ouais, dans le cas, mais honnêtement, je n'aurais pas pu savoir. C'était bluffant. Il n'y avait pas de latence. Et j'ai volontairement été assez chiant dans la... C'était une simulation qui était en anglais, parce que c'était une boîte américaine qui n'avait pas développé le module en français. Donc le robot comprenait mon anglais avec mon accent de Frenchie, comprenait mes fautes d'anglais, et j'ai volontairement été chiant sur ah non, pas cette semaine, puis jamais le mardi, bon allez, ok, pourquoi pas, ah non, jeudi matin, tu vois. Et puis, puis pas jeudi matin finalement, tu vois. Et faites-moi ça en 8, tu vois, enfin des trucs comme ça. Et le truc à chaque fois rebondissait. Non, c'était vraiment bluffant. Encore une fois,
je pense qu'il faut pas être radical. C'est pas le grand soir et l'industrie va pas mourir en 24 heures. Il y a beaucoup de résilience, il y a beaucoup. Les grands groupes mettront du temps à implémenter. Mais il y a un changement. Mais c'est un changement qui se fera plus jamais comme avant. Et je sais que tu t'intéressais aussi à la blockchain. Tu vois, est-ce qu'il y a un parallèle ou pas, ou tu penses à mettre plus de temps là, j'ai une autre conviction. Alors, pour le coup, elle se réalise pas, mais je comprends pas pourquoi elle se réalise pas. C'est que pour moi, la blockchain est l'antidote à l'IA. L'IA permet des milliers de choses, du bon et du très mauvais. Et dans le très mauvais, je pense qu'on va être confronté à une explosion du fake. Et qu'on sera plus dissocié à l'œil nu, entre guillemets, ce qui est vrai, ce qui est faux. Ce qui se passe avec, incroyable, avec, avec Kate Middleton. Voilà, complètement. On a des débats aujourd'hui sur si les images de Kate sont vraies. La vidéo est vraie. C'est dingo. Avec des gens qui se posent la question, des journalistes qui sont même pas sûrs de pouvoir dire que c'est vrai. Et donc, une jolie femme, toi. Et donc, ma conviction, c'est que dans les années qui viennent, on ne croira plus une image, un texte ou une vidéo s'il n'y a pas un tampon de certification d'un émetteur, voilà, d'ancrage dans la blockchain. Et pour moi, la blockchain est l'antidote absolu à ça. Et je comprends pas que personne s'en empare. Mais c'est plus abstrait, la blockchain, pour le grand public. Mais pour moi, c'est la vraie... ça serait une application quelqu'un est capable de citer à table un vrai usage de la blockchain quotidien, ou une vraie start-up qui fait ça? Oui, on Milestone, celle de ma femme. On a eu un invité qui nous en a parlé récemment. Des emails dans la blockchain. Non, mais tu vois, c'est pas encore mainstream comme ChatGPT a pu créer. Complètement. Non, et puis c'est compliqué. La blockchain, c'est un truc, entre guillemets, chiant, compliqué, distribué, donc par essence pas contrôlable. Enfin, voilà. Mais pour moi, c'est la vraie garantie. Et je suis persuadé que dans les années qui viennent, si on se projette dans 20 ans, on se dira comment j'ai pu lire un document sans commencer par lire le certificat. Je suis persuadé. Ça sera un réflexe. Une pièce d'identité d'aujourd'hui, à l'époque où c'était un papier. Bien sûr. Aujourd'hui, tu rentres en boîte, avant on t'aurait mis une photo, c'était bon. Maintenant, il faut un truc, je sais pas, je vais plus en boîte, mais... Julien, il va toujours. Donc, Julien, tu vas peut-être résumer ce que tu as retenu du podcast ? Ouais, enfin, ton parcours est tellement riche qu'il y avait tellement de choses de ce que tu as dit. Moi, les 3 points que j'ai retenus, c'est ta recherche ultime de la performance, c'est-à-dire par ton parcours, quoi, de pas cramer bêtement de l'argent que t'as pas, quoi. T'es toujours en train d'optimiser. Qui parle de frugalité, j'aime pas du tout ce terme, mais ça me faisait plutôt penser un peu à l'image des Formule 1 quand ils arrivent dans le pit et qu'ils vont optimiser le truc au carré, et que t'as toujours fonctionné comme ça. Après, le restructuring, je trouve que c'est assez audacieux quand même ce que tu as mis en place. Que j'ai vu des patrons d'industrie qui l'ont fait, de faire le choix de prendre des boîtes qui perdent de l'argent. Parce qu'on croit que c'est simple de reprendre, de jouer les Bernard Tapie, de prendre une boîte à 1 euro, mais c'est faux, quoi. Donc ça, c'est un des points clés que tu as mis en avant. Et puis, on n'en parle pas assez, c'est hyper pragmatique ce que je vais dire, mais d'aller sur le terrain. Combien de patrons sont planqués un peu dans leur, c'est quoi l'expression, dans leur tour d'ivoire, et ne vont pas. C'est du bon sens, quoi, d'aller écouter, de voir les gens et de voir un peu de lever les lièvres et les problèmes. Tu nous recommandes un livre que tu apprécies en particulier, à part le tien qu'on a beaucoup parlé Non, écoute, tu vois, il y a peut-être le livre que j'ai le plus lu, parce que j'ai dû le lire 4-5 fois, c'est 1984. Parce que, en fait, ton truc, ouais. Non, mais à chaque fois, alors c'est un peu bateau, mais ça vieillit pas, tu vois, enfin, c'est quand même dingo. Ça se rapproche plutôt. Ouais, non, mais... Je trouve que il y a tellement de choses. Tu dis putain, c'était déjà écrit, et ça se crée, ça arrive, quoi. Et à chaque fois que tu le relis, avec un prisme techno qui a évolué, toi, si tu le lis tous les 5 ans, ton champ techno il a changé, et tu fais putain, visionnaire. C'est flippant. Non, c'est flippant. Donc pour les gens stressés, ne lisez pas 1984, mais pour les autres, c'est un très bon bouquin à lire. Ouais, je pense. Et est-ce que tu as eu une personne que tu recommanderais de venir à ta place pour être interviewé, pour qui tu peux donner le 06? Ouais, écoute, il y en a plein. Il y a plusieurs. Donc, homme comme ça, je dirais Xavier Chauvin, fondateur de Beauté Privée. Je travaille avec lui, un mec canon. Racheté par Showroom. Racheté par Showroom, ouais. Un beau parcours. Aujourd'hui, il mène un combat assez militant sur la protection de l'enfance des vis d'écran. C'est assez smart. Et une femme, Marie Sarmadiras, la CEO de
Cosfibel. Qui avait monté une boîte dans les... Qui a monté une boîte. Genre Planety. Une boîte de spa, enfin de réservation. Réservation de spa, et après, qui a été CDO d'une filiale de L'Oréal et qui est parti après pour prendre la tête d'une boîte de packaging. Elle est hyper jeune en plus. Elle est hyper jeune, elle est hyper smart. Je suis dans un board avec elle, c'est une machine de guerre. Et elle est super sympa. Merci pour les apprentissages. Les auditeurs ont beaucoup apprécié. Il y a beaucoup de choses à apprendre aujourd'hui. À tous sur les ondes. Merci beaucoup. Merci.